Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre brief du mardi 26 mai 2020 et comme d'hab avant de commencer je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Donc déjà je tenais à vous remercier aussi pour les 12 000 abonnés sur la chaîne, ça fait énormément plaisir. Et je tenais à vous rappeler que sur le Discord il y a un petit lexique qui a été créé justement pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Et ce petit lexique va tout simplement vous aider à comprendre beaucoup de termes que j'utilise dans les daily briefs, hein. Donc que ce soit les zones de rechargement sur Fibonacci, les garages jaunes, etc., dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, tout ça c'est expliqué dans le lexique si jamais. Et je ferai une petite correction ici en spreads forward, ce ne sont plus des forwards mais des futurs maintenant. Donc je vais en parler aujourd'hui, hein, mais ce ne sont plus des forwards, les contrats ont changé. Donc au menu du jour, on va parler du Bitcoin en daily, ensuite on parlera un petit peu du GBTC si j'oublie pas, on ira faire un tour sur les spreads futurs, ce ne sont plus des forwards et j'y reviendrai dessus même si ça change rien du tout au final. En tout cas dans l'analyse, hein, de l'offre et la demande ça change rien pour nous, mais c'est bien de faire la différence entre futurs et forwards et c'est toujours mieux d'avoir des contrats futurs maintenant. Alors on parlera aussi des assets à risque, hein, et des risk-off, donc on va checker un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Donc voilà, et on ira faire aussi un petit peu d'order flow, hein, donc voir ce qui se passe au niveau de la liquidité, ce que fait le marché réellement. Donc pour le Bitcoin en daily, on dirait que le taf a bien été effectué au cours des précédentes semaines, on est bien dans cette grosse zone de combat ici entre les 10 074 et les 8 109 dollars. Donc tant qu'on n'a pas de cassure d'un des deux côtés, aucun des deux camps n'a gagné entre les acheteurs et les vendeurs. Donc pourquoi ici c'est une zone de combat? Parce qu'en fait, soit le cours ici part en W, auquel cas on partira sur un mouvement de continuation, potentiellement, ou en tout cas on aura une résolution très probablement haussière, hein, une continuation haussière, la dynamique restera haussière, et on ira chercher des objectifs plus hauts tout simplement. On pourrait imaginer voilà, des mouvements de continuation ainsi, hein, par exemple, donc pour les bulls, vous pourriez avoir tout simplement des mouvements de continuation comme ceci, AB égale CD, en typique, qui nous ramènerait en haut de la zone de rechargement de short, hein, donc jusqu'aux 11 700 dollars, voire même un mouvement encore plus grand, plus incroyable, un plus grand mouvement de continuation qui pourrait nous ramener tout là-haut, hein, donc proche de l'ancien sommet de juin 2019, hein, donc aux alentours des 14 200 dollars. Encore une fois, ce ne sont que des targets théorique, hein, c'est juste ici une target AB égale CD, donc un mouvement symétrique, hein, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ok? Mais en tout cas, ça veut dire que si cette battle zone est résolue à la hausse, bon, les acheteurs auront gagné et on partira sur des mouvements de continuation, ok? Et du côté des bears, si les bears arrivent à percer les 8109 dollars, hein, ce gros M ici prendra forme, hein, donc ce gros M ici, qui annoncera le retour, pardon, il y a le petit aimant qui m'embête un petit peu. Donc si ce M prend forme, qui annoncera le retour d'une dynamique baissière tout simplement, donc qui marquera un top ici sur ce rallye. Et tout simplement le premier objectif ce sera le premier arrêt, donc les 7700 dollars, et ensuite si le premier arrêt cède, très probablement les objectifs premiers des bears, hein, ce sera de venir chercher cette zone de rechargement ici déjà pour sécuriser les positions, c'est généralement comme ça que fonctionne le marché. Et ensuite on voit, est-ce que ce bottom ici est réel, auquel cas s'il est réel, tout ce qui reviendra ici, si on y retourne, ce sera défendu, hein, pour instaurer notre second creux haussier et essayer de repartir dans une dynamique haussière à moyen long terme, hein. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc ça c'est une question qu'on pourra se poser si jamais les bears arrivent à s'affranchir du premier arrêt et aussi à mettre ce M en place. Et si jamais ce bottom ici n'est pas réel, et ben l'objectif des bears il est très simple, c'est d'aller péter, si jamais le marché top ici, d'aller péter les 3800 pour continuer sur cette dynamique qui est jusqu'à preuve du contraire, hein. Depuis juin on est dans une dynamique baissière, hein. Le marché qui fait des M top avec des V bottom, des creux et des sommets descendants, hein. Donc l'objectif des bears ce sera de poursuivre sur cette dynamique et d'aller péter les 3008. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien, encore une fois, je suis pas là pour vous dire oui le marché va faire ci ou faire ça. Au niveau du volume profile, rappelez-vous, on a beaucoup de business à revenir faire dans cette zone, hein. Donc le marché reviendra très probablement entre les 8005 grosso modo et les 7002, et un peu aussi ici dans cette zone, hein, donc dans la zone de rechargement entre les 5009 et les 5005. Donc là je m'adresse encore une fois aux investisseurs qui utilisent la méthode de DCA, de leur cost average. Vous devez surveiller un petit peu cette zone de rechargement, en tout cas à mon sens. Faire un investissement sous forme de DCA intelligemment, c'est essayer d'acheter les zones de rechargement, ok? Donc rappelez-vous aussi, dans ce range entier, hein, ici, donc si on prend ce point A et ce point B, hein, dans lequel les deux bornes dans lesquelles le marché est bloqué depuis maintenant décembre 2018, on a toujours ici ce gros creux dans le volume profile, et ce gros creux, donc le marché peut
redemander à venir faire du business dans ces zones. Donc grosso modo ici entre les 6007 et les 5005, entre les 4009 et les 4100. Donc si vous êtes à mon sens, à mon humble avis, si vous êtes dans une méthode de DCA et que vous vous dites ok, pour moi le bottom du BTC là à 3000, on n'ira pas plus bas que 3000, le Bitcoin n'ira pas sous les 3100$, je pense que cette fenêtre ici, cette petite zone de creux dans le volume profile, ça peut être votre opportunité rêvée pour recharger du Bitcoin si jamais on revient ici, ok, donc un tout petit peu sous la zone de rechargement. Donc ça c'est à mon humble avis. Si vous pensez que le bottom est ici, pourquoi je dis ça? Parce que là je vais retirer tous les schémas, etc. Vous voyez ici sur le volume profile, là où il y a eu le plus d'échanges, le plus de volume exécuté, là où il y a eu le plus d'échanges entre l'offre et la demande, c'est ici, sur le point de contrôle, à 3800$. Vous voyez ici, dès que le cours est venu chercher cette zone, gros rejet direct. Donc ici, il y a des big boys qui défendent énormément cette zone. Et si le bottom ici des 3100 est réel, c'est-à-dire que si le Bitcoin a bien bottom à 3100 et qu'on n'ira pas plus bas, on ne devrait pas aller plus bas que cette zone, ok? Parce que ici, il y a vraiment de gros big boys qui sont très 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 chauds pour défendre cette zone. Massivement. Vous voyez ici, sur ce gros flash crash ici, cette zone a bien fait rebondir le prix. Il y a des big boys, ils ont dit ici, terminez ces conneries là, ce crash, et ici, bon, les mecs, ils ont tout bloqué, ils ont tout racheté ici, ok? Donc, si jamais vous pensez que le vrai bottom est ici à 3100, et que vous êtes, encore une fois, je le dis, vous ne lisez pas l'avenir, vous êtes dans une méthode d'investissement qui est le dollar cost average, cette zone ici, au niveau du volume profile, serait une très très bonne zone pour vous, à mon humble avis, si le marché revient, pour racheter du Bitcoin dans votre objectif de DCA, donc de dollar cost average, ok? Donc voilà. Donc au niveau du Bitcoin en daily, on ne voit pas grand chose d'autre à dire sur la chart, peut-être afficher le biais institutionnel, ok, donc le biais est en train de crosser bear, assez intéressant. Donc on pourrait se dire que maintenant les institutions sont potentiellement en train de chercher des shorts dans ce marché, et on va utiliser notre autre biais que j'aime beaucoup aussi, donc le biais MA13, MA30, et lui il n'est pas encore bear. Assez intéressant ici de voir qu'on avait une MA sandwich, donc je sais que ce terme doit vous faire rire, c'est juste simplement quand le cours est bloqué entre deux MA, ok. Donc si on était bloqué entre les deux MA, donc la MA13 et la MA30, et on peut voir qu'on a une résolution baissière. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir si jamais ce biais devient bear et que la structure prend forme, on se dirait ok, bon bah le biais est bear, la dynamique devient bear, etc. Donc les bears contrôlent bien ce marché. Donc pour l'instant c'est pas le cas, donc on surveillera un petit peu le biais dans les prochains jours. Au niveau du momentum, donc non je voulais pas faire ça, au niveau du momentum, on va checker le volume d'abord. Donc on avait identifié ici des potentiels M, parce que oui il y a aussi des M sur le volume, qui peut indiquer lorsque les bulls ou les bears sont endormis. Donc ici on avait identifié qu'une clôture sous ce seuil, ça pouvait signifier que les bulls étaient endormis. Et on peut se dire que maintenant les bears ont le champ libre s'ils veulent enfoncer le clou, parce que depuis ce niveau de clôture ici, sous ce niveau on pourrait se dire que ça y est, les bulls sont endormis. Ok, donc les bears peuvent enfoncer le clou et eux essayer d'instaurer ici tout doucement un volume haussier. Ok, donc là vous voyez enfin un volume croissant. Donc je m'explique, je vais retirer les M sur le volume, ça va plus vous aider. Je vais juste remettre ce niveau ici, hop, je remettrai la structure après, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Donc ici j'aime bien être précis, donc voilà. Donc ici vous pouvez voir que les bears pour l'instant ils n'arrivent pas à trouver un relais, c'est-à-dire que le volume ici est décroissant du côté des vendeurs. Vous le voyez ici, depuis cette grosse vague de vente ici, on a trouvé un gros pic de volume vendeur, derrière le volume ne suit pas. C'est-à-dire que si on veut bien initier un mouvement baissier, rappelez-vous, dans un mouvement baissier, donc ça on imagine que c'est le prix qui baisse, on veut des volumes croissants, vendeurs ok qui soutiennent ce mouvement baissier. Pour l'instant c'est pas le cas, les vendeurs ne soutiennent pas tellement ce mouvement, puisque ici le volume est décroissant. Donc ce qu'on demandera aux vendeurs, c'est un volume croissant. Donc là ce qu'on va demander aux vendeurs, vu que les acheteurs sont théoriquement endormis, c'est aux vendeurs de commencer à instaurer un volume croissant, chose qu'ils n'arrivent pas à faire depuis le top ici du 11 mai 2020. Enfin on a topé le 7 mai si je dis pas de conneries, mais depuis que les bears se sont réveillés aux alentours voilà, du 10-11 mai. Donc voilà, on a topé le 7, voilà, et les vendeurs ont commencé à pas mal se réveiller au niveau du 10 et du 11 mai. Mais cependant, ils n'ont pas réussi à instaurer un volume croissant. Donc c'est ce qu'on leur demandera maintenant aux bears d'essayer d'instaurer un volume croissant. Donc on peut voir maintenant que ce M a pris forme sur le volume. Ici, on a aussi ce M ici qui a pris forme. Ce M aussi ici qui a pris forme. Donc voilà, on commence à avoir pas mal de M. Pardon, ma voix part un petit peu. On commence à avoir pas mal de M sur le volume du côté des acheteurs, donc on peut se dire qu'actuellement les acheteurs sont même en train de s'endormir au niveau du volume, ok, donc il y a de moins en moins de volume acheteur dans ce marché.
Donc pour l'instant, on va dire que les acheteurs sont endormis, ok, et que les bears peuvent enfoncer le clou. Mais pour ça, il faut qu'eux aussi, ils se réveillent en instaurant un volume croissant. Du côté de William, William a quitté son état d'enfoncement depuis le 10 mai 2020. Donc là aussi, William suggérait aux bulls de penser à se calmer, hein. Le momentum nous indiquait la même chose, hein, lorsque ces divergences ont pris forme, qui montrait que ce mouvement ici perdait de sa force. Et ce qu'on voit maintenant sur le momentum, c'est simplement des M avec un momentum qui continue d'aller faire des creux plus bas. Donc pour l'instant, le momentum est bien contrôlé par les bears. Ce qu'on demandera aux bulls, hein, pour qu'ils puissent récupérer le momentum, c'est de réinstaurer des W comme ceci sur le momentum. Ok, tant qu'on ne voit pas de W sur le momentum, pour moi, le momentum est contrôlé par les bears. Donc rappelez-vous ici, le momentum avait structuré ce M, hein, et comment on inverse un M, avec un W. Donc ici les bulls avaient bien réussi à instaurer ce W. Rappelez-vous aussi, si jamais le script est dispo dans le Discord, hein, mais si jamais vous pouvez mettre l'histogramme tout simplement, qui va vous faire apparaître les structures. Donc là je pense que c'est beaucoup plus net pour vous, hein. Vous voyez bien ici le M, hein, qui disait aux bulls calmez-vous. Ensuite les bulls ont récupéré le momentum, hein, et ensuite les bears se sont remontrés et ont dit aux bulls calmez-vous. Et pour l'instant ici les bears ont toujours le contrôle du momentum. On continue bien d'aller chercher des creux de plus en plus bas. Donc moi, pour l'instant, pour moi, les bears sont toujours en contrôle du momentum. Donc voilà, on va aller voir justement en horaire après s'il n'y a pas des petits rallyes contre-tendance qui peuvent se mettre en place. Parce que l'order flow peut me faire penser qu'on a besoin de liquider potentiellement un petit peu de bear si jamais on veut initier un mouvement baissier. Mais ça, j'y reviendrai après. Alors, les spreads futurs, cette fois-ci plus forwards, hein, parce que maintenant les contrats sur OKEx ont changé, ce ne sont plus des forwards et des futurs. Donc c'est quoi la différence entre forwards et futurs? Alors, quand vous avez un contrat forward, vous n'êtes pas un des deux parties de ce contrat ne sont pas obligés de respecter les termes de celui-ci. Ok, donc les termes de ce contrat peuvent être modifiés ou non respectés par un des deux parties. Sur un futur, c'est pas le cas, c'est écrit, on ne peut pas changer. Ok, vous êtes obligé de respecter les termes du contrat. Donc c'est pour ça que les futurs sont mieux que les forwards. On peut moins bidouiller entre guillemets le contrat, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir des futurs, mais les spreads restent les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on aura toujours des spreads soit aussi au baissier, donc des spreads sous contango ou des spreads en backwardation, donc un marché qui a une offre supérieure à la demande ou un marché qui a une demande supérieure à l'offre. Je le répète, hein, mais lorsqu'un marché est sous contango, on dit qu'il a une demande supérieure à l'offre. Lorsqu'il est en backwardation, on a une offre qui est supérieure à la demande. Donc pour l'instant, le Bitcoin, il oscille autour des zéros, grosso modo, il est un petit peu en backwardation ici, mais ce qu'on voit dans la structure, c'est qu'on continue de faire des M dans des M. Donc pour l'instant, la demande se fait surperformer par l'offre et c'est pas ce qu'on veut voir dans un mouvement haussier. Dans un mouvement haussier, on veut voir des spreads haussiers, ok, qui nous montrent que la demande surperforme l'offre. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est l'offre qui surperforme la demande. Donc même au niveau des spreads, ça pourrait nous indiquer que les bears peuvent enfoncer le clou parce que l'offre est supérieure à la demande, ok. C'est à peu près la même chose sur Ethereum, à peu près la même chose sur Litecoin, hein. Donc ici, vous voyez les grosses candles ici, c'est lorsque les contrats ont été modifiés, lorsqu'on est passé de forwards à futurs, hein. Donc ça je vais pas en prendre compte, ok. Ne faites pas attention à ces gros pics ici, parce que si je passe aussi en daily sur les spreads, vous allez voir un gros pic, et on m'a demandé ça en privé sur Discord, oui, pourquoi il y a eu ce gros pic? Bah ici c'est parce que les contrats ont changé, ok, mais ça je vais pas en prendre compte. Donc voilà, donc on va laisser comme ceci et on peut voir que Bitcoin évolue en backwardation, Ethereum aussi, LTC aussi, et sur nos spreads USDT on peut voir qu'on se remet à faire des W, donc que les capitaux sont en train de peu à peu re-rentrer dans l'USDT, sont en train de quitter le Bitcoin et les alts pour aller dans l'USDT, et c'est pas bon signe pour les bulls, hein. On voudrait voir pour les bulls un marché dans lequel les capitaux tout simplement quitte l'USDT pour aller dans le Bitcoin et dans les alts. Et là, c'est l'inverse, ce que nous fait le marché. Donc au niveau des risk on risk off, bon, c'est pas la dernière clôture c'était vendredi si je dis pas de conneries. Donc vendredi, voilà, il s'est pas passé grand chose. On peut noter une légère décorrélation ici entre BTC et S&P, hein. Donc est-ce que S&P va suivre Bitcoin si jamais Bitcoin lui décide d'instaurer un top? C'est la question qu'on peut se poser. On va aller checker un petit peu la dynamique interne de ce que nous a fait vendredi le S&P. Le gold qui à mon sens est mature pour partir s'il veut partir, hein. Donc on verra comment S&P va réagir à ça, pareil pour le gold, hein, les obligations. Si on se remet à avoir des W sur les obligations, ça serait pas bon pour le business sur le S&P et pour les risk assets au final, hein. Donc on pourrait se poser la question de est-ce que Bitcoin actuellement il a de l'avance ou est-ce que Bitcoin il est totalement décorrélé, etc. Bon, ça c'est des questions qu'on peut se poser, mais pour ce faire on va aller checker un petit peu, hop, le S&P, qu'est-ce qu'il nous a fait. Donc c'était vendredi, hein.
Donc rappelez-vous au niveau du momentum ici clairement le momentum indique au bulls de penser à se calmer, hein, et là il se passe quelque chose dans la dynamique interne, hein, ce mouvement perd beaucoup de sa force, mais rappelez-vous le mouvement peut perdre de sa force pendant très longtemps avant de se retourner. Donc pour l'instant il n'y a toujours pas de signe de top ici, donc hop, je vais retirer les fibos comme ceci, pour l'instant ils ne nous servent plus. Je peux aussi retirer cette target AB égale CD. Donc maintenant où est-ce qu'on arrive? On arrive dans la zone de rechargement de short, hein, donc ici les bears vont chercher à shorter ce marché, ok. Ceux qui ont acheté ici vont penser aussi à prendre des profits, bien entendu, hein, ceux qui ont acheté le premier arrêt. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que le marché va se retourner? Et pour l'instant, tant qu'on ne voit pas de M, hein, qui nous indique qu'on repasse dans une dynamique baissière, bah, ce marché peut poursuivre sur sa dynamique haussière. Ok, donc pour l'instant, pas de signe de dynamique baissière sur le S&P. Donc si S&P veut poursuivre ce rallye contre tendance, pour le moment, il peut. Ok. Donc voilà, pour moi, je vois pas de signe de top sur le S&P pour le moment. Si William retourne dans son état, dans cet état de stupidité, on pourrait se dire bon bah ok, hein, les bulls peuvent accélérer le mouvement, et on suivra ça du coup sur le S&P et sa corrélation avec le Bitcoin. Je suis en train de travailler sur un petit indice d'ailleurs entre le gold. Je suis en train d'essayer de faire un indice le plus propre possible, hein, entre le gold. Donc un ratio pardon entre le gold et le Bitcoin, hein, pour essayer de voir, voilà, comme je vous avais montré, donc là je vais vous le remontrer, mais pour essayer d'avoir la même chose en gros, comme ceci, donc d'essayer d'avoir la même chose, un ratio entre le gold et le S&P, mais là faire un ratio entre le gold et le BTC. Pourquoi c'est un peu compliqué? Bah là si je fais gold divisé par BTC USD, ça aura aucun sens parce que le Bitcoin est bien plus volatile que le gold, ok. Et dans ce cas-là, comparer par exemple 8000 dollars à 1300, 1500 dollars, le gold est à 1500 si je dis pas de conneries actuellement. Non, 1700, waouh, je suis bloqué encore de cet été. J'étais encore bloqué au prix de cet été. Donc, comparer un prix de 8000 dollars à 1700 dollars, bon, bah, dans un ratio, c'est pas très équivalent. Et surtout, comparer un marché qui a une capitalisation actuelle de 100, 130 milliards à une capitalisation, si je dis pas de conneries, hein, le gold ça doit être 4000 milliards si je dis pas de bêtises. Bon, bah voilà, comparer deux assets qui n'ont pas du tout la même capitalisation, un autre asset qui a 40 fois plus de capitalisation, bon, c'est pas. Voilà, ça se compare pas tellement. Et même au niveau de la volatilité, hein, quand vous avez un asset qui est là depuis des années et un autre qui est là plus récemment sur le marché non régulé, en plus de ça, bon bah la volatilité n'est pas du tout la même, mais ce qui m'intéresse c'est la structure de prix. Donc voilà, je suis en train d'essayer de faire l'indice le plus propre pour essayer d'avoir un petit peu un ratio entre gold et BTC pour voir comment la relation d'offre et de demande évolue entre les deux. Donc quand j'aurai réussi à pondre quelque chose d'assez précis, je pourrais vous en parler. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut que j'ajuste un petit peu, faut que je calcule. En fait, ce que je fais, c'est que je prends tous les mois un petit peu la différence entre gold et Bitcoin et je vais l'additionner. Ensuite, je vais la diviser, etc. Enfin bref, je vous expliquerai un petit peu le calcul, ce qui permettra d'avoir un ratio très propre entre le gold et le Bitcoin si ça intéresse certains. Et personnellement, ça m'intéresse de voir un petit peu comment les capitaux naviguent entre le gold et le Bitcoin, voir s'ils sont complètement corrélés ou est-ce que lorsque le gold surperforme le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe et lorsque le Bitcoin surperforme le gold, qu'est-ce qui se passe, que fait le S&P pendant ce temps, etc. Voilà, pour essayer de répondre un petit peu aux questions de corrélation ou décorrélation entre Bitcoin, gold, S&P, etc. Enfin bref, là j'ai beaucoup extrapolé. Donc je pense que pour le Bitcoin en daily c'est fini. Lorsque cet indice sera prêt, j'y reviendrai, vous inquiétez pas. Donc au niveau du Bitcoin, j'avais noté en 4 heures, donc j'avais noté ce setup potentiel de continuation ici, hein. Donc s'il y a toujours des traders de continuation ici, on pourrait voir ce setup de continuation sans trop de soucis. Donc par exemple le premier creux, chercher un deuxième creux ici, un troisième creux, un petit W comme ceci, la structure. Personnellement c'est comme ça que je fonctionne en mon troisième creux. La structure valide mon troisième creux. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce setup de continuation peut prendre forme et nous ramener sur les 11 700 dollars. Donc ça j'en ai parlé au début du brief, donc les traders de continuation peuvent checker ce setup de continuation potentiel. Pour l'instant il n'y a pas de setup de continuation, il n'est que potentiel. Donc là je vais aller sur Bitfinex pour changer la charte et on va aller voir en 1 heure ce qui se passe, ok. Donc ça, ok, donc ça c'était un ancien mining setup, donc bref, on va pas revenir dessus. Là ce qu'on va voir un petit peu c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit rallye contre tendance qui peut se mettre en place en horaire. Donc on va aller checker le momentum. Donc qu'est-ce que nous indique le momentum? Ok, ici la divergence ici est confirmée, on a cette petite divergence ici, donc le momentum se remet à dessiner des W, donc ça c'est assez intéressant de le notifier. Ici petite divergence, et ce qu'on va checker c'est, donc ça je vais pouvoir le supprimer aussi, on s'en fout.
Donc ça, hop. Donc là, on va checker où est-ce qu'on se situe niveau localisation. Donc tout simplement, je prends ça. Donc je prends le bottom, le top. Hein. Donc voilà, le cours est venu chercher la zone de rechargement. Donc juste ici. Donc hop, je vais tracer ça. Donc comme ceci. Et on va prendre le Fibo inverse. Hein, si jamais on est prêt pour un rallye contre tendance ici. Donc en retracement de moitié, on va prendre ce qui serait très très réaliste. Donc ici, donc un retracement de 50% de gain. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le marché qui vient chercher la zone de rechargement, la divergence qui prend forme et la structure ici qui a pris forme. Hein, vous le voyez ici, ce W ici a pris forme. Donc, on pourrait se dire qu'on est mature pour un petit rallye contre-tendance ici et retracer la moitié du mouvement baissier précédent serait une target réaliste. Donc, par exemple, revenir à 1275 $. Donc ici, est-ce que j'aurais été à l'aise de prendre ce spanning setup? Déjà au niveau du risk reward, à vue d'œil, je le vois, c'est clairement pas bon. Donc, le risque est de 1,51, donc personnellement ça me va pas, je cherche minimum 2, donc 1,63 personnellement ça me va pas, et la neckline est en dehors de la zone de rechargement. Donc pour pallier à ça, rappelez-vous, on peut utiliser les conditions du shark setup, hein, c'est-à-dire prendre bottom top comme ceci, et de se dire ok, bon bah moi je reviens racheter la zone de rechargement, donc par exemple le ratio doré juste ici, ce qui va permettre d'augmenter le risk reward et d'avoir une meilleure localisation. Donc par exemple comme ceci, hop, juste en dessous, donc avoir les conditions du spanning setup, mais entrer sous localisation Shark Setup. Hein. Ça, j'en parlais aussi sur Ethereum et j'y reviendrai demain sur l'Ether. Donc, ce qui fera un risk reward de 3,94. Hein, donc, on va laisser ça de côté. Ici, ça pourrait faire un setup. On va laisser ça de côté. Si jamais le cours vient faire un petit tour dans la zone de rechargement ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que le momentum et la structure de prix ici pourraient nous indiquer que le Bitcoin est mature pour faire un petit rallye contre tendance et venir retracer ce mouvement. Et un retracement de moitié, ce serait pas irréaliste, ce serait une target complètement réaliste, donc 9280 $. Et je parle bien de rallye contre tendance ici pour le moment. Donc c'est ce qu'on va noter. Donc potentiellement faire un petit rallye contre tendance. Et pourquoi je dis ça? Parce que actuellement, ce qui est dangereux entre guillemets, hein, je vais expliquer ça après, c'est qu'actuellement le marché ne trouve que de l'intérêt lorsqu'il baisse. Mais ce qui diffère de ce qu'on faisait à 7300, ce qu'on faisait ici, c'était que majoritairement, hein, lorsque le cours baissait ici, le funding était très négatif et c'était majoritairement du short. Mais actuellement, ce qu'on fait, c'est que ce marché ne trouve de l'intérêt que lorsque les prix baissent, mais on peut voir que le funding oscille énormément et je dirais que c'est 50-50 grosso modo, c'est-à-dire qu'on a autant de vendeurs que d'acheteurs, mais pour moi ici il y a quand même pas mal de vendeurs qui sont rentrés dans ce mouvement et potentiellement on pourrait les dégager un petit peu et la dynamique ici pourrait nous indiquer qu'on peut être prêt à faire un petit rallye contre tendance pour dégager ces vendeurs pour liquider un petit peu de shorters. On va voir les liquidations, on voit que depuis quelques jours on est en train de liquider ici de moins en moins de bulls, hein, et que pour moi maintenant les liquidations sont sous ce niveau, donc sont sous les 8100 $, et que potentiellement si les market makers vont essayer d'initier un mouvement baissier, pourquoi je dis essayer? Parce que le market maker c'est simple, lui il a pas de biais bull ou bear, lui il en a rien à foutre, lui ce qu'il voit c'est les liquidités et ce qu'il veut c'est aller là où il y a le plus de liquidités. Donc s'il y a plus de liquidités ici, il va se dire ok moi je vais aller chercher cette zone, mais j'ai besoin de dégager les bears, parce que si j'emporte trop de bears dans ce mouvement baissier, ça va me coûter de l'argent de financer tous ces bears, de les payer. Donc ce qu'on peut se dire c'est ok, on poursuit sur la dynamique baissière, on fait un petit rebond pour dégager du bears, on en profite aussi pour piéger un petit peu de bulls et ensuite on va chercher la liquidité. Donc je dirais que le marché est potentiellement dans ce cas de figure-ci, peut-être, ok. Mais on peut le voir, vous voyez ici, l'open value se remet à augmenter quand le cours baisse. Mais moi, de ce que je vois ici, c'est qu'ok, le funding baisse ici, mais là, le funding re-augmente, l'open value continue d'augmenter, etc. Donc pour moi, ça a l'air d'être voilà, du 50-50, grosso modo. Quand même assez intéressant de noter que le marché ne trouve de l'intérêt que lorsqu'il dump. Mais ça, c'est très dangereux dans ce cas de figure-ci. On l'a connu hein, juste ici. C'est-à-dire que ici, le cours baisse. Ici, l'open value augmente, donc augmente, et ici, c'était majoritairement des acheteurs. Et ça, c'est dangereux. Lorsque vous trouvez de l'intérêt lorsque vous trouvez de l'intérêt quand le marché baisse, et en plus que c'est de l'intérêt acheteur, ça fait que les liquidités s'accumulent de plus en plus bas. Les liquidations des bulles s'accumulent plus bas. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est-à-dire que si le marché ne trouve de l'intérêt que lorsqu'il baisse et pas lorsqu'il monte, ce qui ferait que l'open value ici augmenterait. Si c'est majoritairement de l'achat, la liquidité elle va continuer de s'accumuler plus bas. Donc ça peut être très dangereux et on peut reconnaître par exemple des phases qui s'accélèrent tout simplement, des grosses phases comme on l'a connu ici. Bon, peut-être
avec une moins grosse ampleur, mais voilà, connaître des grosses phases de couteau qui purgent justement parce que le marché ne trouve que de l'intérêt à la baisse, et si c'est majoritairement des acheteurs, faut les purger, et ça, faut faire très très attention. De mon expérience personnelle, lorsqu'on trouve de l'intérêt que lorsque le marché baisse, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe, hein, parce que si c'est majoritairement de l'achat, comme je vous le dis, les liquidités s'accumulent plus bas, et le market maker il va pas s'emmerder pour aller les chercher, donc pousser ce marché plus bas, ok? C'est exactement ce qui s'est passé ici. Comme vous pouvez le voir ici, le marché baisse, l'open value explose, donc on trouve énormément d'intérêt lorsque ça baisse. Et ici, c'est majoritairement de l'achat. Donc qu'est-ce que fait le market maker? Il pousse les prix de plus en plus bas et on connaît des gros pics de liquidation acheteurs ici de 200 millions jusqu'à ce qu'on ait liquidé assez d'acheteurs. Et ici, comme je vous l'ai montré, c'est à peu près la même chose, hein. Donc si le prix monte, l'open value diminue, donc on liquide de moins en moins de bears et il y a de moins en moins d'intérêt. Lorsque le marché se remet à baisser, on retrouve de l'intérêt, c'est de l'intérêt acheteur, les liquidités s'accumulent plus bas et c'est ce qui peut créer ce gros genre de mouvement, hein. Donc ici, voilà, il y a un problème d'algorithme du côté de BitMEX. Mais quoi qu'il en soit, si la majorité est en train d'acheter, ça n'a pas empêché au market maker d'aller pousser les prix plus bas, hein, pour aller liquider les acheteurs si on a beaucoup trop. C'est aussi simple que ça. Surtout si personne ose shorter le marché, ça coûte rien au market maker de pousser ce marché plus bas. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va retourner dans ce cas de figure où l'open value va continuer d'augmenter mais avec un marché qui baisse avec une majorité d'acheteurs? Si c'est le cas, ça peut être très très dangereux. Quoi qu'il en soit, au niveau du daily, je vais y revenir, hein, donc on va retourner sur Bitstamp. Donc ce qu'on peut voir au niveau de la structure de marché, donc là je vais gommer ça, je vais retirer les schémas, c'est qu'on peut voir ici un sommet plus haut, un creux plus haut, un sommet plus bas, un creux plus haut. Donc pour moi ici on est dans une phase de contraction, le cours est en train de se contracter, on aura soit une résolution haussière ou baissière. Donc certains peuvent y voir un triangle, moi personnellement je vais soit y voir un M qui marquera un top à ce marché, ou un W qui marquera un mouvement de continuation à ce marché, tout simplement, ok? Donc ça c'est très très intéressant de noter, et c'est pour ça que je pense que potentiellement on peut connaître un petit rallye contre tendance ici, un petit rebond qui liquide un petit peu de vendeurs, avant soit de poursuivre comme ceci, au final de potentiellement nous faire un gros mouvement, un gros setup de continuation ici en daily, hein, donc de continuer à contracter ici la volatilité avant d'avoir peut-être une résolution haussière et partir sur un mouvement de continuation, ou une résolution baissière tout simplement, qui nous montrera que la dynamique repart dans les mains des bears, ok? Donc voilà, ça c'est intéressant de le noter. Et comme je vous l'ai montré en une heure, je reviens dessus, hein. Donc non, c'était sur Bitfinex. Je vais retourner sur Bitfinex très très rapidement. Donc sur Bitfinex, pour moi, je pense, enfin sur le Bitcoin, hein. Donc là j'utilise la charte de Bitfinex, mais je pourrais utiliser n'importe quelle charte. C'est parce que je peux pas vous afficher tous les schémas que je voudrais vous montrer, ou tous les setups qu'on pourrait voir, hein. Donc entre les setups de rallye contre tendance, les setups de continuation, etc., etc. Donc pour moi ici, le Bitcoin est potentiellement mature pour faire un petit rallye contre tendance ici, et comme je vous l'ai dit, un retracement de moitié, ça serait une target complètement réaliste, ok? Et on pourrait même aller chercher, pourquoi pas, la zone de rechargement de short aussi potentiellement entre les 9650 et les 9400 dollars si ce rallye est plus profond. Donc le premier arrêt aussi qu'on surveillera à 9100 dollars. Donc ça sera assez intéressant de notifier tout ça tout simplement, de voir si ce rallye contre tendance prend forme, hein, et jusqu'où il ira, ok? Et niveau order flow, pour moi ça fait sens, hein, parce qu'on a pas mal, comme je vous ai montré, pour moi deux bears ici qui sont pas mal rentrés, et potentiellement on peut aller les liquider un petit peu, parce que comme je vous l'ai montré aussi, depuis pas mal de jours, hein, depuis quelques jours, on liquide de moins en moins d'acheteurs ici, donc potentiellement les liquider un peu de bears maintenant, tout simplement ce qui serait naturel, hein. On finit de liquider les bulls ici, si on se dit ok, comme je vous l'ai dit, maintenant tous les bulls pour aller les liquider, il faut aller sous cette zone de prix. Le market maker il peut se dire ok, je peux sortir les bears encore une fois un petit coup avant d'aller m'attaquer aux liquidations bulls, hein, si on cherche bien à aller liquider des acheteurs et que ce marché est en train d'instaurer un top, ok? Donc ici le marché est en train d'essayer d'instaurer un top, hein, si ce M prend forme, et pour ça il faut qu'il prenne forme et qu'on aille péter, comme on l'a vu, les 8100 dollars. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'ai rien de plus à dire pour le coup, assez long, mais ça va au final que 30 minutes, donc ça va, je m'en sors bien. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Discord ou en commentaire, j'y répondrai, hein. Je le répète, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à nous rejoindre aussi sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve donc demain, et demain on parlera des altcoins, hein. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels altcoins vous voulez voir, tout simplement pour le brief de demain. Je voulais vous faire un épisode chat dimanche, hein, donc j'en profite, hein, de le dire pour ceux qui sont encore présents
dans le brief. Donc dimanche, je voulais vous faire un épisode Shad, mais j'ai pas trouvé énormément d'altcoins intéressantes. Donc ce que je vais faire, c'est que au cours de cette semaine, peut-être en début de brief ou en fin de brief, j'irai analyser quelques altcoins assez intéressantes pour de la stratégie Shad. Je peux pas vous faire un épisode dédié pour ça parce qu'il serait trop court et j'ai pas envie de vous publier un brief qui va durer 8 ou 10 minutes grand maximum. C'est pas mon genre. Si je vous fais un travail, je veux qu'il soit structuré au maximum. Même si c'est long, c'est pas grave, je veux que ce soit le mieux structuré possible. Ça m'intéresse pas de vous faire un brief de 5 à 10 minutes. En revanche, ce que je peux faire, c'est en début de brief ou en fin de brief, donc dites-moi si vous préférez en début ou en fin de brief, vous présenter une ou deux alts par brief qui sont, de mon point de vue, assez intéressantes pour une stratégie Shad, ou en tout cas de vous présenter des coins, hein. En fait, de faire le travail que je vous fais dans l'épisode Shad, mais là le faire dans les daily briefs, hein, et faire une ou deux alts. Voilà. Donc par exemple, j'en profite là de le faire en fin de brief, mais par exemple il y a Zilliqa dont on parlait depuis pas mal de temps. On voyait ce W8 clip potentiellement prendre forme et il a pris forme. Ok. Donc voilà. Donc parler de ces altcoins qu'on avait présentés. Tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et encore une fois, j'extrapole beaucoup. Donc voilà, promis, je vais me taire maintenant. Donc je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde.